les jeunes du Rotary Côte d'Ivoire, de l'École supérieure d'industrie et management ESIM, l'association des ressortissants de Boya-Cratron. Comme ça fait plaisir. Et en plateau, la team de ce jour, la team du mercredi avec le doyen Cassis, s'il vous plaît. Miss Littérature, Raïssa Diaby. La plus dégameuse de toutes les comédiennes ivoiriennes, Prissy. Et notre comédien, pas comme les autres, Docteur Philo. Voilà, Docteur Philo en mode super-héros. Bonjour à tous, bon déjeuner, bienvenue dans C'est Midi sur RTI1 et merci de vous rasseoir. Très très sympathique public. Une formidable histoire de vie nous attend aujourd'hui. Celle, tenez-vous bien, d'un problème de santé qui a déclenché finalement toute une vocation à succès. Accrochez-vous, mesdames et messieurs, jusqu'au terme de cette émission qui s'annonce en tout cas très très inspirante. Alors, tout de suite, de quel côté partir? On va commencer par les doyens parce que nous avons la culture du respect des aînés. Voilà, franchement. Doyen Cassis, bonjour. Bonjour. Vous avez un micro aujourd'hui. Alors, vous êtes très friand de poésie, de littérature. À quand la sortie de votre prochaine œuvre ou brochure? Il faut attendre encore quelques mois. Quelques mois. Ouais. Vous êtes en ce moment en pleine J'ai déjà des manuscrits, c'est une question de financement. Alors, dis donc, il va falloir faire quelques économies. Ok. La belle à vos côtés, c'est Raïssa Diaby, Miss, bonjour. Bonjour MJ. MJ, c'est la première fois qu'on m'appelle comme ça. Généralement, c'est JM. Vous faites un peu la différence, c'est votre côté un peu artistique. Très beau sourire aussi en plus. Ça marche. Alors, vous nous prévoyez une découverte en page, en littérature. Oui, on va parler aujourd'hui d'un recueil de nouvelles. Un très beau recueil de nouvelles de 25 nouvelles. D'accord, super, donc ça promet. Ouais. Une autre dame, je ne dirais pas de ce plateau, mais de la scène ivoirienne et africaine. Avec moi, dans le micro de toi, on a les gars les plus intelligents de Babi. Aujourd'hui, on parle métier. On sait tous comment on appelle celui qui répare les voitures. Okay, comment on l'appelle? Et celui qui répare les ventilateurs. On saura ça tout à l'heure. J'imagine les réponses inédites qui vous attendent de votre public. Regarde ça pour tout à l'heure. Sans façon. Allez, Docteur Philo maintenant en mode super-héros avec un casque qui nous ont dit... Iron Man, Iron Man, yeah. Mais Docteur c'est bon, Philo, bonjour. ça me rappelle un peu mon enfance un peu, puis je vais mettre en exemple. Vous connaissiez déjà Iron Man quand vous étiez tout petit? Non, juste ça me rappelle. Sinon, nous, on était au temps des Mougli, les Barapapa, les trucs. Voilà. Et là, je suis très heureux, puis je suis très à l'aise dans ça, mais en même temps mettre en exemple l'importance du dessin animé, des bandes dessinées, du dessin même en général, parce que le dessin, c'est un dessin, ça rend intelligent. Oui, quand on a fait un dessin, et puis il est nul en maths là, c'est qu'il est bien. Il faut le féliciter pour ça, et puis ben, voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est très en harmonie avec le thème de ce jour, pour lequel nous sommes heureux de partager cette émission en votre compagnie. Je vous le donne. Peintre et dessinateur, mon doigt malade fait des merveilles. De qui est-il question? Justement, la petite bio pour vous y aider. Soropéa Jacques est né le 10 mars 1988 à Korogo. Marié et père d'un enfant, il est à la fois peintre, photographe, décorateur d'intérieur et sculpteur. Il a d'abord débuté le dessin dans les années 90 et plus tard avec la peinture en intégrant le centre artistique de Korogo de 2002 à 2005. Il fait ensuite des études d'art au lycée d'enseignement artistique d'Abidjan de 2008 à 2011 où il finit major de sa promotion avec un baccalauréat H1. Il termine aux Beaux-Arts d'Abidjan avec un 2AG, une licence, un 2SA, un Master Pro 2 et un KPAS. Tel un mystère, notre invité déclare « Mon doigt malade fait des merveilles ». Et voilà, conformément à la culture de cette émission, nous allons tous nous mettre sur pied pour accueillir notre cher invité de ce jour, invité témoin, Soropéa Jacques, peintre, professeur de lycée, âgé de 31 ans, marié et père d'un enfant. Entrez!
Monsieur Soro. Oui. PA Jacques, bienvenue. L'accueil vous ravit, j'espère. Oui, bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous, on a la chance d'avoir un public aussi généreux et sympathique. Alors, Monsieur Soro, PA Jacques, vous êtes chez vous. Vous allez partager votre histoire avec nous, avec des millions de téléspectateurs. Et c'est une histoire qui va faire réagir plus d'un. Mais déjà, la première réaction viendra de ce plateau, avec en face de vous le super-héros Iron Man, l'humoriste Dr Philo, qui nous livre tout de suite sa perception. C'est mon avis, avec Dr Philo. Merci. Dr Philo, le thème ce jour, c'est peintre et dessinateur. Mon doigt malade fait des merveilles. Ouais, je peux voir votre doigt qui est malade là d'abord. Attends, j'ai enlevé mon masque. Vous faites des merveilles. Ah, ok. Ah, donc. Moi aussi, je suis malade. Pour moi, là, c'est Panari, mais pour lui, là, c'est. Ouais, ben, c'est. Mais souvent, c'est bon, c'est bon. Souvent, quand on se marie, c'est sûr que je dois leur mettre bague, non? Ah non, c'est plutôt. Ah, l'autre côté. Bon, il y a des femmes qui aiment l'autre côté aussi, hein. Donc, vous pouvez éviter le. Mais c'est bon, c'est bon. Moi, je dis, c'est. Mais, bon, c'est pas pour vous frustrer, hein. Moi, je dis, Joe, il faut assumer. Si vous êtes venu sur un plateau de télé, avoir le courage de montrer votre doigt malade, ça veut dire que vous assumez ce que vous êtes, vous assumez ce que vous avez. Voilà, il y a des gens qui allaient avoir honte. Il y a des mecs qui ont le doigt malade, tout ça est dans la poche. Non, mets ça en exergue, mon cher. C'est tout ce que Dieu fait, bon. C'est votre doigt malade. Et puis ça, la main, quand vous montrez, ça fait W là. Là, vous pouvez bien dessiner même W. Ça veut dire que vous pouvez bien faire les trucs. Et tout ce que Dieu fait là, c'est bon. Ah, mais attends. En plus, c'est bon. Souvent, même là, doigt même là, souvent, quand il n'y en a pas même, c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut venir dire que tu lui dois? Tu as dit, ouais, doigt là. Je te dois comment? Je te dois. Puisque Dieu va voir. Et même le dessin, ça ne se passe pas dans le doigt, ça se passe dans la tête. Et la otra de la cabeza, tout se passe dans la tête. Il y a des gens... C'est dans quelle langue ça? Oh, c'est une chose... portugo... c'est une langue qui n'est pas du tout connue. Moi, il faut dire les langues qui ne sont pas connues. Là, quelqu'un ne peut pas te contribuer. Mais je dis que le dessin est très important. Le dessin est très très important. Regardez à l'école des enfants. Regardez les enfants qui regardent les bandes dessinées, les dessins animés sur RT1 à partir de 18h30, 18h20, 18h30. Les enfants sont très intelligents. Laissez les enfants regarder. Quand tu regardes des dessins animés, tu es très très intelligent. Je suis sûr que vous étiez un partisan même des dessins animés, vous êtes fond en dessin aujourd'hui. Et c'est bon. Voilà, le doigt malade, moi je dis c'est... Vous montrez... Et le dessin... Même quand vous allez dans les hôpitaux psychiatriques à Greffou, là, Benjerville, là, c'est pas les dessins, on donne des attestations de sortie aux malades mentaux. C'est pas le dessin. Moi, j'étais là-bas récemment, ils ont dessiné... Vous avez été interné pendant combien de mois là-bas? Non, j'ai pas été interné. Je suis allé en visite là-bas. Je suis allé en visite, j'ai pas été interné. Non, j'ai assisté comme ça à un test de sortie où ils ont dessiné une voiture. Et puis on disait à chaque malade comme ça, bon, voilà la voiture montée, la voiture était bien dessinée, montée dedans, montée. Il y en a qui partaient cogner le tableau, Et il y a un seul qui est resté là, qui a dit non, tout cela ils s'en foutent. On dit, ah, pourquoi il faut monter? Il dit non, ils ne sont pas encore guéris. On dit, bon, monsieur, vous êtes guéri, sortez. Il dit non. On dit, mais va, tu as raison. Il dit non, moi j'ai la clé ici. On dit, wow. Toi, tu as plus que les autres. Mais vous dites que vous faites des merveilles avec votre doigt malade. Tout ce que Dieu fait est bon. Il faut s'assumer, il faut s'accepter tel qu'on est. Et quand c'est comme ça, tout plus... Comment on le dit, hein? La vie est plus belle. Moi, j'ai fait des merveilles avec ma laide. Regardez. Elle va m'accepter. Merci beaucoup, Dr Philo. Un avis qui me permet de relativiser sur la question. Prenons tout de suite, mesdames et messieurs, la direction de Marcory. Nous attend Chris Pasten à Sémian avec la question du jour. Le micro-trottoir avec Chris Pasten-Assénian. Nous sommes très heureux de vous retrouver à Marcory dans le cadre de ce micro-trottoir. Imaginez-vous handicapé d'un doigt et faites-nous un dessin. Waouh. Laissez-les. Je suis pas vraiment Laissez-les. une très grande dessinatrice, mais vraiment un truc comme ça. Bah, je sais pas, hein, moi. Est-ce que c'est facile de dessiner avec deux doigts? Avec deux doigts. Ben non, je pense pas. Donc, tu considères que tu as deux doigts? Vous avez dessiné quoi? Un homme. Avec combien de doigts? Vous avez fait avec combien de doigts? Avec deux doigts. Et c'est pas facile là? Pas facile, du tout. Non, ça c'est pas facile.
c'est dur. Parce que si tu as des doigts, que tu dessines, c'est qu'il faut être vraiment talentueux, c'est qu'il faut être vraiment fort. Parce qu'avec deux doigts, c'est pas facile. C'est pas facile de faire le doigt. C'est très difficile. Ouais, c'est très difficile de vivre. C'est très très difficile de vivre. Dessinez-moi quelque chose. Il n'arrive pas, il ne s'est pas habitué. Sérieux, il ne s'est pas habitué. Une réplique angulaire, je ne suis pas habitué, c'est dire toute la complexité de cette situation. Retour en 1988. Monsieur Soropéa Jacques, cher invité, vous étiez encore à quatre pattes lorsqu'apparaissait sur votre auriculaire droit un furon. En conséquence, vous pleuriez donc tous les soirs, de quoi inquiéter sérieusement vos parents. Oui. Ils étaient très inquiets, déjà qu'ils avaient déjà perdu des enfants et ils ne savaient pas de quoi je souffrais, vu que je ne savais pas parler. Ils avaient déjà perdu des enfants, c'est-à-dire qu'avant vous... Oui, ma mère a eu au total 10 enfants, mais nous sommes restés 5. Oh. Donc, elle est... Vous avez donc perdu des grands frères? Oui, j'ai perdu des grands frères que je n'ai pas connus. Au nombre et de le combien? dernier, c'était mon petit frère, quand j'avais 5 ans. D'accord. Ok. Poursuivez votre histoire. Et ils ne savaient pas de quoi je souffrais parce que tous les soirs je pleurais, ils ne savaient pas et ils m'ont traité des vers dans le ventre, des migraines qui n'existaient pas. Et après avoir été à l'hôpital pour faire des analyses, ils ne découvraient pas de quoi je souffrais, toujours. Et c'est un jour, pendant que ma mère m'allaitait, d'après ses dires, elle touchait un peu à mon corps et puis en touchant... Elle vous tâtait un peu? Oui, elle me touchait un peu, elle regardait un peu comment est-ce que je vais. Et en touchant à ma main droite, tout de suite, j'ai arraché ma main et c'est là qu'elle a vu le furoncle, mais c'était déjà très avancé. Et là, ils ont commencé le traitement avec du beurre de karité parce que j'étais à Korogo et puis d'autres plantes, mais la situation devenait plus grave et il a fallu faire des opérations chirurgicales. Voilà. Alors, cette opération chirurgicale a eu comme conséquence... A déformé un peu ma main. Déformé. Et plus tard, quand je suis allé à l'école, en classe de CP1, bon, c'est unique. J'ai fait le centre de veille de Korogo, un centre où on va quand les parents n'ont pas de moyens, où encore l'âge est vraiment dépassé. Et c'est là que j'ai appris à lire et à écrire d'abord en sénoufo, ensuite en français et puis après en anglais. Et c'est là que j'ai découvert le dessin. Voilà. En classe, je dessinais beaucoup parce que un mercredi, lors de la récréation... Alors voilà, vous arrivez à un point qui est très important. Oui. C'est-à-dire, votre découverte de l'univers du dessin est due en réalité à la réaction de vos copains de classe sur la différence de votre doigt. Je veux dire que vous avez un doigt différent, je ne dirais pas forcément un doigt malade. Non, ça ne gêne pas. Un doigt différent. Alors, vos petits copains qui découvrent le doigt différent réagissent dans un esprit de moquerie. Oui, ils se moquaient beaucoup de moi. Il y en a qui m'appelaient Neuf, il y en a qui m'appelaient Jeff Hardy. Neuf, pourquoi Neuf? Neuf parce qu'ils se disaient que mes 5 doigts de la main gauche plus mes 5 doigts de la main droite ne fallait pas 10. Ne faisaient pas 10. Ne faisaient pas 10 et ils se moquaient de moi, tout ça. Et c'était un peu difficile à cet âge-là. Je me suis replié sur moi. Et c'est bizarre, mais je dessinais beaucoup. Et c'est un jour, pendant que j'étais en train de dessiner en classe, que le maître a fait cette photo-là en souvenir. Et il a dit plus tard, peut-être que je deviendrai un artiste. Mais je pense qu'il a été visionnaire. Ah ouais. Alors, donc on entend bien que toutes ces moqueries vont créer une situation, vont vous pousser dans l'autarcie, à vous replier sur vous-même et trouver refuge dans le dessin. Alors qu'est-ce qu'à l'époque vous représentiez comme dessin? Je représentais mes héros de bande dessinée. On a Iron Man pour Dr. Philo. Oui, je représentais presque tous les personnages. Qui étaient vos héros de bande dessinée à l'époque? Je regardais beaucoup Tarzan, j'ai regardé aussi Mowgli, et aussi C'est de mai, la forêt, je crois, il y avait aussi... Le livre de la jungle. Le livre de la jungle et tout ça. Et tout ce qui se passe, je dessinais tout. Tout ce qui me tombait sous la main, tout ça. Et plus tard... Et qu'est-ce que ça vous procurait un bien-être intérieur. Je me sentais bien quand je dessinais.
Vous trouviez la paix? J'étais apaisé, j'étais tranquille. Mais par contre, je n'aimais pas trop dessiner. Je dessinais quand, franchement, je ne savais plus quoi faire. Mais sinon, j'aimais plus jouer au ballon. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et au quartier, on me connaissait que footballeur. Et en secret, dessinateur. C'est ça. Et le dessin est venu, il s'est imposé à moi. Oui, il est né de cette situation voilà. de santé. Alors, de quoi va être fait la suite de votre parcours? Et ensuite, j'ai découvert mon doigt et j'avais très honte au quartier. Et beaucoup de personnes se moquaient de moi, particulièrement une personne qui va devenir plus tard une de mes sources de motivation. Et pendant la crise de 2002, celle qui est devenue aujourd'hui mon épouse. C'est une sacrée histoire. Hein. Oui, on a grandi ensemble, mais chose bizarre, quand on était tout petit, quand on faisait papa et maman, elle était toujours mon épouse. Ah bon? Et c'est qui après, quand on a annoncé au quartier qu'on voulait se marier, les gens disaient, oh, ce sont des... C'est encore du jeu comme ils ont habitué. Oui, on s'amusait, voilà. Et mon père prenait toujours les photos et j'ai retrouvé une photo où on était encore tout petit et j'ai dit, waouh. Voilà, aujourd'hui, elle est devenue mon épouse et elle m'a donné un petit garçon. Et voilà, on découvre à l'écran. Qui est aujourd'hui l'une de mes plus belles. C'est laquelle sur cette photo? Elle est à l'extrême gauche de la photo. À l'extrême gauche de la photo. Et moi à l'extrême droite. Et non, il y a précision et non à l'extrême droite. D'accord, c'est super sympa. Ouais. Une beauté toute nature. Hein. Alors, déjà, pour revenir aux moqueries, comment elle, de son côté, se riait de votre situation? Elle se moquait tellement. Enfin, riait de votre situation? Oui, je souffrais beaucoup de ces moqueries. C'était quoi ces parce mots? que c'était ma voisine, elle était toujours à côté et elle se moquait beaucoup de moi. Elle disait quoi? Elle disait, j'ai un petit doigt, en Sunfo, on dit Kabanyung, ça veut dire que tu as un doigt qui n'est pas... Kabanyung? Oui, Kabanyungo. Ça veut dire que oui, tu as un tout petit doigt et je me sentais vraiment mal. Elle disait pas chérie neuf? Non, non. Ok. Alors, en 2002, pour continuer à la faveur de la crise qui s'écoule à Côte d'Ivoire. Oui, en 2002, j'avais le niveau 4e quand il y a eu la crise et toutes les écoles étaient fermées et je flânais dans les rues de Korogo. On va préciser qu'à cette époque-là, vous étiez à Korogo? Oui, à cette époque, j'étais à Korogo et toutes les écoles étaient fermées. Et je flânais là dans les rues de Korogo, je faisais rien. Vous avez stoppé en classe de 4e? Oui, j'avais le niveau 4e. Et c'est là que mon beau, celui avec lequel j'ai, M. Soro Télémoro Célestin, avec lequel j'ai appris à dessiner et à lire en Senefo, va me suggérer d'aller m'inscrire au centre artistique de Korogo, qui était en ce moment-là la seule école qui était ouverte. Et c'est là que j'ai fait mon premier portrait, c'était celui de mon grand frère. Et il m'a bastonné. Hein. Il m'a dit que j'ai déformé son visage. Parce qu'on dormait ensemble. Voici le portrait qui a provoqué... Voilà, c'était mon premier portrait. Je l'ai encore, je l'ai caché et j'ai mon cahier encore aujourd'hui. J'aurais aimé qu'on ait juste en face la photo du grand frère pour voir jusqu'où la déformation s'est réalisée. Ah non, mais moi je l'ai réussi. Hein. Moi je pense que je l'ai réussi. Et lui, il ne s'est pas retrouvé dans cette photo. Et lui, il ne s'est pas retrouvé dans la photo. Il m'a récupéré après dans la chambre et il m'a tiré les oreilles. Voilà. Et plus tard, j'ai continué à dessiner. Je suis sorti du centre artistique de Korogo. Vous avez fait une formation qui s'est déroulée de 2003 à 2005. Vous en êtes sorti avec un certificat d'études des arts plastiques. Exactement. Et comme mon père est catéchiste, je faisais beaucoup les dessins à l'église. Et c'est là que j'ai rencontré des missionnaires de Mankono, qui est une ville qui est située à 226 km de Korogo. J'adore la précision. Eux, ils vont m'inviter, je suis allé là-bas plusieurs fois, ils vont m'inviter à venir chez eux pour faire des dessins. Et quel type de dessin? Parce que là, on est dans des dessins religieux, de la peinture religieuse. De la peinture religieuse. Voilà, j'ai fait les 14 stations. Pas sur les murs du temple? Il y a certains qui ont été sur le mur, mais la plupart, c'était voilà, sur des toiles qu'on mettait en décor lors des grandes solennités ou encore des cérémonies. Ok. Voilà. Et c'est là qu'une sœur va remarquer que je suis resté là, alors que c'est la rentrée scolaire. Elle va me dire, mais écoute, c'est la rentrée, tu ne retournes pas à l'école? J'ai dit non, j'ai quitté l'école, ça fait 3 ans. Elle va me dire, non, il faut que tu retournes à l'école. Parce qu'avec le dessin, demain, tu peux devenir quelqu'un de grand si tu as des diplômes.
Et elle a insisté tellement qu'elle a contacté des frères qui sont au collège catholique Marcellin Champagnat, qui vont accepter de me recevoir. Et ils m'ont fait passer un test. J'ai réussi à avoir la moyenne dans toutes les autres matières, sauf en mathématiques et en physique, où j'ai eu respectivement 1 et 2. Les bêtes noires. Et ils m'ont dit, écoute, tu n'as pas le niveau, on va te prendre en classe de 5e. Et si après on voit qu'il y a de l'amélioration, on va t'aider à passer le BEPC. Et j'ai commencé en 5e. Il y avait des tout petits garçons dans la classe et je me sentais mal à l'aise parce que au collège catholique, c'était des enfants, quoi. Et moi, je gagnais déjà bien ma vie, j'arrivais à m'en sortir et puis bon, je dois retourner à l'école, c'était difficile. Vous arrivez à vous en sortir grâce au travail que je faisais. Ce qu'on appelle ici à Abidjan les gombos. Les gombos, voilà. Les dessins que vous faisiez pour des Je faisais d'abord sur les t-shirts des groupes de quartier et après sur les 4x4 aussi de la rébellion. J'ai aussi fait des dessins. Ils m'ont sollicité aussi à l'église, tout ça. Donc je faisais tout, je dessinais tout. Et c'est là que je vais reprendre les cours. Et au premier trimestre qui était déjà passé, je n'étais pas classé. Au second trimestre, j'étais 2e. Et après, j'ai été 2e au 3e trimestre. Et après, en 4e, j'ai eu une très forte moyenne. J'ai été premier des classes. Et là, les professeurs m'ont encouragé. Ils m'ont dit, écoute, on va t'encadrer pour que tu puisses passer le BEPC en 4e. Et j'ai présenté le BEPC en 4e. Je l'ai réussi avec 160 points. C'est un beau parcours, une dynamique, cette recherche de l'excellence qui vous a poussé encore plus loin puisque vous allez dans le processus découvrir le lycée d'enseignement artistique. C'est ça, parce que les moqueries que j'avais subies ont créé en moi une certaine rage. J'avais vraiment la rage de réussir. De prouver qu'avec cette main-là, je pouvais faire quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, je découvre le lycée d'enseignement artistique grâce à un grand frère qui était en séjour à Korogo, qui m'a dit, mais écoute, tu peux revenir à Abidjan pour faire le lycée, l'INSAC, c'est comme ça qu'il m'a présenté l'école. Et j'arrive, je découvre le lycée d'enseignement artistique qu'on intègre avec le niveau BEPC. Et là, je veux m'inscrire, on me dit que tu n'as pas le niveau parce que tu n'as pas le 3e bulletin de la classe de 3e. Alors que j'ai eu mon BEPC en 4e. Et j'ai demandé pardon, j'étais, je crois, 735e personne sur la liste. Et quand ils m'ont accepté, j'ai présenté le concours. Et nous allions concourir pour 41 places. Et j'ai été premier de ces 41 personnes. Wow. Je vous avais promis une émission très inspirante. Et là, on y est, franchement. Vous avez réussi à surmonter tout ce que ça pourrait produire comme complexe. Et là, je parle des moqueries de l'entourage. Cette situation particulière dans laquelle vous étiez et surtout à garder le cap, à tenir le bon rythme, cette recherche de l'excellence dans le parcours scolaire. Du coup, vous êtes fait une place, vous avez rejoint finalement le lycée d'enseignement artistique. Et quand je dis à ma mère que j'étais premier, elle m'a choqué parce qu'elle m'a dit que c'est pas difficile d'être premier dans la vie. Le plus difficile, c'est de rester premier. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je n'ai que pour concurrent moi-même. Et en seconde, j'ai été premier aussi, en première, premier, en terminale, premier. Et ça ne s'est pas arrêté. Vous avez eu un bac, un bac H avec mention. Vous étiez major de votre promotion. Oui. Vous avez eu même la chance, je crois que cette année-là, l'opportunité d'aller poursuivre vos études au Maroc. Je devais partir au Maroc et puis il y a eu la crise post-électorale de 2011. Et du coup, on était en retard sur le Maroc. Donc l'INSAC, le lait avait déjà fait partie ceux qui pouvaient partir, qui pouvaient encore partir. Et là, j'ai été obligé de rester à l'École nationale des beaux-arts où j'ai continué mes études. Et ensuite, j'ai eu le DAG, une licence en art visuel. Première encore. Non. Là, ça se compliquait un peu. Oui, et parce que j'avais eu ce choc-là, je ne me voyais plus ici. Je voulais forcément partir parce qu'on nous a appris que pour réussir en art, il fallait forcément aller. Il fallait forcément aller de l'autre côté, voilà. Parce que l'art n'était pas valorisé ici. Et c'est ce qu'on nous disait. Donc, du coup, je voulais forcément partir. J'aime vraiment bien ce type de détails parce que ça parle forcément à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Qui ont encore en eux enfoui ce rêve d'ailleurs, le rêve de s'exporter, espérant que leur vie s'améliorera loin des frontières de leur pays. Et pourtant, on peut bien réussir ici. Bien sûr. Votre histoire va nous le témoigner, le prouver tout à l'heure, la fin de votre histoire. On peut rester sur place, déployer notre talent
et devenir plus qu'envié. C'est ça. Et Et au terme de votre formation, pour faire peut-être un peu court, vous avez décroché le KPS. KPS, c'est ça? Le bac plus 6 Oui, KPS, c'est le certificat d'aptitude à l'enseignement artistique supérieur. Ok. Et donc c'est un niveau bac plus 6 que vous avez décroché en 2018 qui vous donne aussi droit au professorat, c'est-à-dire qui vous capacite pour professeur devenir en essence d'affectation. Super. Et est-ce que vous avez déjà pris fonction en Pas tant que encore. professeur? Pas encore. Pourquoi? Mais j'ai fait mon stage l'année dernière et on attend toujours qu'on nous affecte parce que j'ai été affecté au ministère de la Culture et on doit nous affecter dans les différentes écoles. Mais déjà, bravo, franchement, bravo pour ce parcours. Alors, à l'INSAC, petite question avant la pause. À l'INSAC, quel regard vos amis de classe ont porté sur votre doigt différent? Et il y en a qui disaient que ce sont les Senufo, on les connaît avec les médicaments, il a dû vendre son doigt pour savoir dessiner. Et aujourd'hui, il y en a qui le disent. Ah oui? Oui, je l'entends souvent. Et moi, il pensait à ça tout de suite. Il a vendu son doigt pour savoir dessiner. Premier, là, c'est pas simple. Je suis religieux. Et comment vous réagissez quand vous entendez ce genre de Ça me coule sur le dos comme de l'eau sur le dos d'un canard. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Bravo, vous avez réussi à faire un mental assez solide. Allez, mesdames et messieurs, c'est une très très belle histoire. Vous vous en rendez déjà compte. Nous allons en découvrir encore plus donc juste après la ponctuation commerciale. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Encore une fois, les applaudissements du public. C'est midi, c'est ça. Pour votre fidélité et merci à notre cher public, nos amis de l'association des ressortissants de Boya, sous-préfecture de Kounfao, et nos amis de l'ESIM, sans oublier ceux du Rotary Côte d'Ivoire, qui célèbrent 51 ans d'existence dans le monde. On aura le temps d'en parler avant le terme de cette émission. Allez, très rapidement, un communiqué tout d'abord réjouissant. Écoutez-moi très bien, tu as au moins 21 ans, tu es jeune, femme ou homme, dynamique, passionné de sport ou de musique. Tu as un talent d'animateur, de commentateur ou de journaliste sportif. Inscris-toi sur www.recrutement.rti.ci et participe au casting pour rejoindre RTI 3. Bonne chance. Ouais. Super. La petite page noire de ce magazine pour vous dire, en tout cas, toute la production de ces midis envoie son soutien et ses condoléances émues à la famille de monsieur Sima Ibrahim, ex-assistant de production à la RTI. On l'appelait ici affectueusement monsieur Sofal, dont en ce moment, je veux dire, l'inhumation se déroule en ce moment au cimetière de Williamsville. En tout cas, un grand yako, comme le disons chez nous, à sa femme, à ses enfants et à tous ceux qui sont directement concernés par cette situation. Nous le sentons également. Voilà. Merci d'applaudir la mémoire de ce grand travailleur de la maison. Et nous revenons donc à notre émission ce jour en compagnie de M. Soro P.A. Jacques avec le thème « Peintre et dessinateur, mon doigt malade fait des merveilles ». Et la question, dans un petit moment, va être celle de Prissy. Prissy, vous avez préparé une question pour notre invité? Alors, notre invité, j'entends « Mon doigt malade fait des merveilles ». Je respecte votre handicap. Mais moi, je connais des dessinateurs qui n'ont pratiquement pas de membres.
Et je trouve ça spectaculaire. Donc le gars, il n'a pas de bras, il n'a pas de pied, mais il arrive à dessiner. Et je sais qu'il y en a comme moi qui se disent « Ah, mais c'est pas grave, ça, mais ça va, il peut se débrouiller et tout ». Je veux savoir, est-ce que ce qui vous arrive, là, le fait de dessiner, est-ce que vous n'y étiez pas prédestiné? Est-ce que quelque part, il vous arrive pas de vous dire « Je dessine », ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai ce doigt malade? Je peux dire que ce doigt a été un élément parce qu'à chaque fois qu'on se moquait de cette main-là, je disais dans mes prières à Dieu de m'aider à faire de cette main-là un outil qui pourrait quand même rendre tous ceux qui se moquaient de moi jaloux. C'est-à-dire de m'aider à faire de cette main-là quelque chose qui pourrait produire des œuvres extraordinaires, des œuvres qui sortiraient de l'ordinaire. Et vous êtes exaucé aujourd'hui? Je crois. Parce que vous gagnez très bien votre vie? Je m'en sors. Il y a le triomphe modeste. Par semaine environ, parfois, vous pouvez en sortir avec combien? C'est pas précis, mais... Ouais, je savais que ça n'allait pas être précis. Dans un tableau, je peux facilement avoir peut-être 1 million ou 2 millions. Ça peut facile. Et j'ajoute une chose importante. Vous exposez actuellement au Radisson jusqu'en mars? Oui, je suis en exposition en ce moment au Radisson. On a fait le vernissage le 6 mars et c'est une exposition qui est dédiée à la femme. Et là-bas, j'ai eu le privilège de vendre une œuvre qui avait été vraiment... qui a fait le tour de la toile. Le tour de Facebook où on voit une petite fille qui a attrapé un balai. Ouais. Et la toile a été vendue aux enchères à 9 500 000. 9 500 000 francs de vente. C'est un exemple très parlant. La toile, quand j'étais en train de la faire, et je n'avais pas encore fini, j'étais en train d'intégrer le balai et c'est mon fils qui a enlevé le balai. Et du coup, j'ai découvert que le balai était trop long. Donc, il fallait que j'essaye de le réduire. Il m'a donné un message comme ça. Donc, j'ai enlevé le balai, je l'ai diminué et je l'ai réintégré au tableau. Mais quand on regarde la toile, on a l'impression que le balai est hors du support technique de la toile. Et c'est ce cachet spécial que j'essaie de donner à mes toiles. Je ne veux pas que mes toiles passent inaperçues. Je ne veux pas qu'on dépasse mes toiles. Je veux qu'à chaque fois qu'on passe, ou on est en présence d'une de mes toiles, qu'on s'arrête et qu'on se pose la question, mais comment elle a fait ou encore, mais pourquoi elle a fait ça? En tout cas, vous avez tout compris parce que la créativité fait partie des succès les plus solides. Et c'est une belle qualité que vous avez et que nous saluons une nouvelle fois. Alors, votre enfant, tout va bien? Ses doigts sont normaux? Très bien, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des retours de douleur? Non, je n'ai aucune douleur. Je n'ai aucune douleur. Souvent même, je m'amuse à le mettre comme ça ou encore... Oula! Je n'ai aucune douleur. Sans rien ressentir? Non. D'accord. Une question, celle du sage, du doyen Cassis? Bon, ce n'est pas tout à fait une question. C'est pour aider un peu nos jeunes à comprendre certains petits détails. En réalité, aucune vie n'est jetée ici-bas sans un argument qui justifie sa présence. Le tout est de trouver le domaine dans lequel nous pouvons exceller. À défaut de cela, c'est une forme très préjudiciable d'ignorance. Alors, je demande aux jeunes d'aller à la découverte de eux-mêmes. Le handicap? Non, aller à la découverte d'eux-mêmes pour déceler ce dont ils sont meilleurs que la plupart, le domaine dans lequel ils sont meilleurs que la plupart de ceux qui côtoient, qui rencontrent. Découvrir son potentiel pour... Voilà. Comme ça, ils pourront mieux exprimer leur être. Oui, c'est vrai, en plus. Merci beaucoup, Laurent Cassis. Ça me rappelle la phrase de mon grand-père qui me disait qu'on ne juge pas un poisson sur sa capacité à grimper un arbre. Choisis le domaine dans lequel tu te sens à l'aise. C'est dans ce domaine qu'on va te juger demain. C'est clair. Alors, M. Soropéa-Jacques, ça va peut-être être la dernière question en ce qui vous concerne sur cette émission. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive parfois de prendre une minute, de regarder votre doigt et de ressasser des souvenirs? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes seul face à votre doigt, que vous regardez votre parcours, votre carrière, votre actualité? Chaque fois quand je peins, je vois toujours mon doigt parce qu'il est juste devant moi et je me dis toujours que ça peut être... avant de peindre, je chante « En ce nous faut, le je crois en Dieu, le Notre Père » pour confier mon travail à Dieu. Ah ouais? Ça résonne comment? Le je crois en Dieu... En ce nous faut. On dit « Mintaga kolo cholo non, woloto ukulo fanfolo, wewunye ni tarkele ni wenyo sheri fonio,
Ça me permet d'être à l'aise, de me sentir bien, d'avoir une paix à l'intérieur de moi et de penser un peu à tout ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Et ça me donne du courage pour toujours continuer à travailler. Et à votre tour aujourd'hui de donner du courage à tous ceux qui nous regardent, vous leur diriez quoi comme leçon de vie à partir de votre expérience? De courant en eux, peut-être que ce qu'ils font, certains leur diront que ça a été déjà fait, mais qu'ils sachent qu'ils ont quelque chose de particulier. Chaque personne a des émotions qui lui sont propres, a une identité et c'est ce qui fait notre particularité. Il y a plusieurs peintres qui existent en Côte d'Ivoire, il y en a qui font de très belles choses, mais j'essaie de me présenter, de m'offrir dans chacune des toiles que je fais et c'est ce qui fait que ça plaît. Monsieur Soro Péajac, vous méritez encore une fois des applaudissements de tout notre cher public. Et pour nous rejoindre à l'instant avec les questions ou réactions de la toile, voici notre cher ami à découvrir. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Ah oui, c'est bien lui, Paulus Agathon. Bonjour Polo, ça va bien mon pote? Oui, salut Liam, ça va très bien, content de te retrouver. Toujours mon cher, plaisir renouvelé. Ouais, alors on a le message de Julien Fred Marson qui dit « Je remarque souvent que ce qu'on appelle en général handicap a toujours fini par devenir un atout qui se meut en talent. Et d'ailleurs, on a pour exemple Stevie Wonder qui ne voyait pas mais qui était quand même un grand joueur de piano. Donc Dieu sait rattraper toute chose, bravo l'artiste. Khaled Touré sur notre compte Twitter, il dit en général quand on dessine, il me semble qu'on utilise le pouce, l'index et le majeur. Alors votre problème c'était juste la déformation physique ou bien dans l'exercice même votre doigt vous gênait énormément? Ça me gênait parce que j'attrapais... À l'INSAC, j'ai découvert une nouvelle manière de dessiner, mais avant j'attrapais toujours le pinceau, le crayon comme ça. Et vous voyez ce que ça crée sur la main et les gens, quand ils voyaient ça, ils se mettaient à rire. Voilà, donc ça, pour moi, c'était un objet de moquerie, un sujet de moquerie, et ça me mettait un peu mal à l'aise. D'accord. Et Amandison Kainan, il dit je dis toujours que notre handicap ne doit pas nous empêcher de mettre en exergue notre talent, et je peux m'incliner devant votre talent. C'est vrai que vous l'avez eu assez jeune, mais est-ce qu'il n'y a pas de solution sur le plan médical qui puisse être trouvée? Je le préfère comme ça. Ouais, c'est clair. C'est quand même le doigt porte-bonheur. Tout à fait, le tout doigt à fait. Bon. Alors, Cheikh, le responsable, c'est son nom de profil. Et dit, je le félicite d'abord parce que c'est un acte de bravoure. Mais je me dis quelque part que le dessin, c'est aussi dans la tête. Parce qu'on a vu, même sur Facebook, une vidéo qui circulait dans le temps avec un monsieur qui dessinait avec le pied. Voilà. Donc, je pense que lorsqu'on a le talent et le courage, rien n'est impossible. Courage à vous et courage à toutes les personnes handicapées. Et c'est vrai, merci Polo. Polo qu'on accompagne et qu'on retrouvera demain. Tout à fait. Forcément. Allez, bonne journée mon très cher. Des applaudissements pour mon cher pote. J'ai même une préoccupation rapidement parce que moi je suis un peu inquiet. Est-ce qu'à la longue, parce que vous étiez à 9, aujourd'hui ça pousse, vous êtes à 9,5. Actuellement, vous êtes à l'aise en dessinant. Et si Dieu fait que ça pousse normalement, et ça n'a pas été un handicap encore pour vos œuvres, pour la pollution de vos œuvres? Je vais m'adapter. Allez, merci beaucoup, d'accord. Alors, merci beaucoup à vous, monsieur Soro Péajac, d'avoir pris le courage et le temps de venir partager votre histoire avec nous. C'est une histoire qui nous enseigne que nous ne devons jamais nous apitoyer sur notre sort, parce que certains des malheurs qui nous arrivent doivent être bien interprétés. On a tendance très souvent à mal interpréter les difficultés qui nous arrivent. Sinon, vous nous prouvez qu'il y a en nous le potentiel de transformer nos crises en opportunités, nos douleurs en vocations et surtout nos malheurs en merveilles. Ce que vous faites très bien avec le dessin, nous vous souhaitons beaucoup de réussite. Nous embrassons toute la famille, votre fils, madame, et encore une fois, merci et bon vent. Bravo, merci. Mesdames et messieurs, ce midi se poursuit, cette fois-ci en compagnie de notre Miss Littérature, qui a pour nous de très belles pages. Évasion. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Alors, férus de lecture, bonjour à tous.
tous, nous sommes en mars, le mois de la femme, et on ne pouvait pas terminer ce mois sans inviter au moins une dame à s'étaler. Raison pour laquelle aujourd'hui nous recevons Madame Aminata Sissé, qui est titulaire d'un master en administration, responsable commerciale d'une entreprise de la place, professeure en management, stratégie et business English, et passionnée de mots et de voyage. Madame Sissé, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, je suis contente d'être là. Alors, on connaît tous Kérosène DJ ici. Il a chanté de Yopougon à Monaco. Mais notre écrivaine, elle a écrit d'Adjamé à New York. Donc, elle va nous expliquer comment ça s'est passé. Mais voilà, Oui. tout a commencé à Adjamé, où je suis née, où j'ai grandi. Donc, c'est un quartier qui est très, très, très proche de mon cœur. Et après Adjamé, j'ai eu la chance de fréquenter des établissements d'excellence. La chance et le privilège, parce que c'est un privilège. C'est vrai que j'ai bossé dur pour y arriver. Donc, je suis passée par le lycée Sainte-Marie de Cocody. Ensuite, je suis allée à l'INPHB à Yamoussoukro. Et après ça, je me suis envolée pour New York. New York, pourquoi? Parce que je caressais le rêve d'être parfaitement bilingue, en français et en anglais. Et donc, j'ai raté des opportunités d'emploi où, voilà, je parlais. C'est vrai qu'on était bon en anglais, en classe, on était premier en anglais, mais on n'était pas parfaitement bilingue. À l'écrit, c'était top, mais à l'oral, et rien de mieux que d'avoir la chance de vivre dans un pays anglophone. D'accord. Voilà. On va saisir l'occasion au bon pour demander à tous nos frères, nos petits frères et à tous ceux qui sont encore en cours en apprentissage, c'est important de prendre la langue anglaise au sérieux. Je sais de quoi je vous parle. C'est un bel avantage concurrentiel pour les différents métiers qui vous attendent demain. Surtout, ne négligez pas ces cours. Ne suivez pas les copains qui vous disent le professeur d'anglais, c'est un anglais. Ne les écoutez pas. Prenez l'anglais au sérieux. Ça va vous rendre énormément service, ça va vous ouvrir des portes. Voilà. Donc, Madame, si c'est tranche de vie d'Adjamé à New York, traite de trois grandes idées plutôt. Oui. On a d'abord la force de l'encadrement familial. Absolument. On a les amis qui deviennent plus tard la famille. Oui. Et on a la force des rêves. Oui. On sait aussi que tranche de vie parle à 90% de votre propre vie. Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez concrètement dans tranche de vie? Voilà, vous avez une minute. D'accord. Donc, je relate 90% de ma vie, celle de ma famille. J'ai grandi dans une grande famille de 9 enfants, 8 filles, un garçon. Mais maman n'avait pas que 9 enfants, elle avait beaucoup plus. Et donc, elle nous a encadrés. Il y avait mon père aussi, qui a été là pour nous. Il n'était pas lettré, mais il nous encourageait à faire nos devoirs. Et j'encourage tout le monde, les parents même qui ne sont pas lettrés, surveillez vos enfants. D'accord. Alors, pour finir, pourquoi faut-il lire ce livre absolument? Il faut le lire parce que je mets en exergue le fait qu'on peut commencer à Adjamé et le lendemain se retrouver dans n'importe quelle partie du monde. Wow. Et pas seulement côté voyage. C'est pour dire qu'on peut réaliser ses rêves. Oui. Il n'y a pas de rêve trop grand, il n'y a pas de rêve trop crazy. Merci beaucoup. Les rêves sont faits pour être réalisés. Et les records pour être battus. Je rappelle que Tranche de vie d'Adjamé à New York est disponible dans toutes les librairies de France au prix de 3500 francs. 197 pages, je vous plaît. Merci. Madame Sissé, merci. Merci Raïssa, merci très chère dame. Je vous en prie, ça a été un plaisir d'être là. Merci. Ouais, pour nous aussi. Chers lecteurs, on se retrouve la semaine prochaine. C'est mieux que d'Adjamé à la Maca. Allez, on enchaîne tout de suite avec la rubrique de Prissy. Très attendue d'ailleurs dans cette émission. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi tu peux essayer, vraiment tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main. En 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. C'est Prissy la dégameuse, avec Prissy la dégameuse. En attendant que je finisse mon nouveau boulot, parce qu'on dit il y a l'argent dedans, donc je m'y mets. La question c'est, comment appelle-t-on celui qui répare les ventilateurs? On écoute les réponses et on revient. Je nous dis comment on appelle celui qui répare les voitures. Celui qui répare les voitures, ce sont les mécaniciens. Celui qui répare les réfrigérateurs. Ce sont les frigoristes. Celui qui répare les ventilateurs. Ventiloriste. On a deux propositions de réponse. Nous avons le ventilorier et le venteur. Entre les deux, qui répare le ventilateur?
Je crois que ça va être le venteur. Celui qui répare les ventilateurs, on a le ventilorier et le venteur. Non, le ventilorier. Celui qui répare les ventilateurs. Celui qui répare les ventilateurs, le ventilorier. Celui qui répare les ventilateurs. On a le ventilorier ou le venteur. C'est qui c'est le venteur? On a le ventilorier et le venteur. Bon, je trouve que c'est le premier, le ventilorier. On dit pas le ventileur. Donc un réparateur de ventilateur, c'est un ventilorier. On a le ventilorier et le venteur. Le ventilorier et le venteur. Entre les deux, qui répare les ventilateurs? C'est le ventilorier. Le ventilorier? Celui qui vend du charbon. C'est charbonnier. Comment est-ce qu'on appelle celui qui répare les voitures? C'est un mécanicien. Et celui qui répare les réfrigérateurs? Bon, c'est frigoriste. Celui qui vend du charbon. C'est charbonnier. Celui qui répare les ventilateurs. Ah, ça, c'est le ventilorier. Celui qui répare le ventilateur, c'est un ventilorier. Celui qui répare le ventilateur, c'est un ventilorier. On a le ventilorier ou le venteur. Ah, le ventilorier. Ça, c'est celui qui répare le ventilateur. Et celui qui répare les ventilateurs? Ben, c'est un réparateur de ventilateur tout court. Bien sûr. Clair. Ça veut qu'on a plusieurs types de ventilateurs. Donc, on a le ventilateur dans les appareils. On a les ventilateurs dans les appareils comme dans le frigo, il y a un ventilateur, dans le climatiseur, il y a un ventilateur. On a les ventilateurs comme ceux qu'on a là. Vous n'avez jamais entendu parler de ventiloriste? Ventiloriste? Oui. Non, pas du tout. Ça sera la première fois et ça va m'apprendre quelque chose en fait. Alors un ventiloriste, c'est celui-là justement qui répare les ventilateurs. Ah bon? Ah ben merci. C'est bon maintenant? Donc comment est-ce qu'on appelle celui qui répare les ventilateurs? Un ventiloriste. C'est très drôle tout ça. Oui, alors, non, ça n'existe la pas. bonne Donc, réponse. celui qui répare les ventilateurs, c'est un réparateur de ventilateurs. Tout simplement. Voilà, merci beaucoup. C'est moi. Et on va vous retrouver ce week-end pour un événement lié à la beauté. Oui, ce samedi, là, à la Cité Rouge, venez élire la femme qui a le plus beau teint naturel de Côte d'Ivoire. Yeah, d'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Nous allons recevoir très rapidement au pas de course Monsieur Béli Félix, alias Tonton Fela. Il est commercial et président de la Fédération des clubs d'écoute de Côte d'Ivoire depuis sa création en 2013. S'il vous plaît, couloir d'applaudissements pour lui. Expressément, j'ai demandé, cher monsieur, bonjour, à la régie de nous passer un peu de Fela, parce que votre surnom c'est Tonton Fela. Ouais. C'est Tonton Fela. Ouais. Quelque chose à voir avec la star nigériane Tonton Non, Fela? bon, je suis loin de là. Non, loin de là. D'accord. Alors aujourd'hui, il existe en Côte d'Ivoire 32 clubs d'écoute de radio Côte d'Ivoire. Effectivement. Précisément à Abidjan, pas en Côte d'Ivoire, mais à Abidjan. Abidjan. C'est quoi le rôle et surtout la signification d'un club d'écoute? Et le club d'écoute, on peut appeler ça, anciennement on appelait ça les fan clubs. C'est des jeunes qui sont à l'écoute de la radio. La radio mère, c'est Radio Côte d'Ivoire. Et nous avons remarqué qu'en Côte d'Ivoire, il y a la majorité qui ne lisent pas et qui n'écoutent pas la radio, qui écoutent les radios étrangères. Bon, alors là, chacun a le choix d'écouter sa Voilà, radio. mais On c'est est dans un normal. monde qui est assez, voilà, comme on dit, assez ouvert. On va pas se refermer. Oui, donc, c'est ça. maintenant, c'est quoi votre discours? Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui préfèrent les radios commerciales. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est quoi votre discours pour les convaincre, puisque j'imagine que c'est votre mission de Oui, de c'est plus en ça, plus c'est Radio ça. Côte d'Ivoire. Je dirais, c'est un message que je lance à tous les jeunes. Aujourd'hui, nous avons des enfants, des petits frères qui ont les bagages intellectuels et qui ne travaillent pas, qui prennent tout leur temps à critiquer. Bon, ils n'écoutent pas la radio. Et c'est par les radios on lance les messages du travail, les informations. Tu n'écoutes pas la radio, qu'est-ce qu'on fait pour toi? Et c'est vrai que Il y a Radio certains Côte d'Ivoire aussi est une radio très instructive. n'écoutant pas la radio, ils ne savent pas si on doit faire les funérailles de son père, de son oncle. Et c'est après, la nécrologie, c'est après qu'il apprend. Voilà, Merci c'est ça, beaucoup, donc c'est Tonton mon Fela. message. Et par finir, je suis en même temps le porte-parole de Canton Niambois. Okay. Le Niambois qui est vraiment, c'est un peuple qui est vraiment malléable, un peuple qui est docile et qui... Et vous êtes docile, merci. Voilà. Merci, très gentil. Alors, mesdames et messieurs, nous allons remercier nos amis de l'association des ressortissants de Boaya, sous-préfecture de Kounfao à Abidjan, et souhaiter un heureux 51e anniversaire d'existence aux jeunes du Rotary Côte d'Ivoire, c'est bien ça. Et remercier aussi, pour finir, nos amis de l'École supérieure d'industrie et de management ESIM de Maroc. Merci
de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve demain pour un autre plaisir, toujours en compagnie de C'est Midi, votre émission favorite. Allez, ça a été un très bonheur. Salut.